La course des docteurs. C'est divisé en mini-chapitres, donc je vais aussi vous donner les titres des chapitres. Chapitre 1, une innocente plaisanterie. Pour jouer à la course des docteurs, prenez à minima un docteur en sciences en train de faire du stop, ainsi que 2 fossoyeurs en service dans leur automobile. En voici les règles. Dès qu'ils aperçoivent un docteur le pouce en l'air, les fossoyeurs doivent ralentir juste assez pour que le malheureux croie que le véhicule s'apprête vraiment à s'arrêter pour le faire monter. En général, à la vue du break noir destiné à transporter les cercueils, le doct autostoppeur éprouve un instant d'hésitation. Ah, une voiture, c'est une voiture, se dit-il sans doute, même mortuaire. Une fois que le docteur se met à courir pour rejoindre son lugubre carrosse, tout l'agrément du jeu repose sur la capacité du conducteur à appuyer imperceptiblement sur l'accélérateur afin de maintenir le savant dans une course-poursuite éminemment philosophique. Si le docteur fait preuve de beaucoup d'obstination et se traîne suffisamment longtemps et suffisamment rapidement derrière le corbillard, les fossoyeurs prendront pitié de lui et s'arrêteront avec magnanimité. S'il manque de ténacité, le docteur pourra retenter sa chance une prochaine fois. Ce jeu tire son existence de la prévoyance des autorités municipales à faire construire l'Institut de physique atomique juste à côté du cimetière, loin de toute station de tramway. Aucun des fossoyeurs adeptes de ce jeu n'arrive à déterminer pourquoi les docteurs en sciences de l'Institut ne conduisent pas. D'aucuns émettent l'hypothèse de leur myopie généralisée, d'autres affirment que les savants sont tellement fous qu'ils seraient au volant de véritables dangers publics. Les partisans de cette thèse avancent pour preuve Einstein, qui ne lassait jamais ses chaussures et portait des chemises de bagnard. Quoi qu'il en soit, à la sortie du bureau à 15 heures, on trouve sur la route, en direction du centre-ville, un grand nombre de scientifiques le pouce levé. En général, ils se tiennent le long de la portion rectiligne de la route du cimetière, juste avant le virage serré sur la gauche, là où la chaussée surélevée de quelques mètres crée de chaque côté un petit ravin. Sur la rambarde métallique qui court le long de ce virage dangereux est accrochée une petite couronne de fleurs séchées. Faire du stop ici peut vous coûter la vie. Raison pour laquelle tous les docteurs tentent leur chance sur la partie droite de la route avant cette caride. Un autre aspect du jeu consiste également à mesurer les docteurs. On mesure les docteurs à l'écartement du pouce et de l'index, placés à quelques centimètres de l'œil droit. Si un docteur réussit à s'approcher suffisamment du véhicule en courant, alors il devient assez grand pour mériter de monter à bord. C'est au fossoyeur copilote qu'incombe cette estimation, le conducteur restant bien entendu concentré sur la route. Voilà pourquoi il faut 2 fossoyeurs pour jouer à ce jeu. L'un pour faire courir, l'autre pour mesurer. Les docteurs qui ne réussissent pas à devenir suffisamment grands pour être dignes d'être pris en stop doivent se résigner à marcher jusqu'au centre-ville. Malgré des résultats désespérants, il est intéressant de constater que les docteurs ne renoncent jamais à faire du stop et qu'au contraire, ils s'y adonnent avec d'autant plus de passion et d'opiniâtreté. Chapitre 2. Le point noir. Le vent du sud avait soufflé tout le week-end, et janvier avait des airs d'avril. Au début de la semaine, les nuages qui s'accumulaient depuis plusieurs jours étaient restés figés au-dessus des montagnes. Je déteste ce temps d'avril, c'était plein hâle tandis qu'il descendait l'allée du cimetière en direction de la ville. Je me sens tout patraque quand il fait ce temps-là. Avril est un mois cruel, avait confirmé son copilote que tout le monde appelait Mac, car il portait le nom de famille d'un légendaire homme politique d'avant-guerre. Pardon, avait réagi Hal. C'est en avril qu'il meurt le plus. Tu te rappelles tout le boulot l'année dernière? Leurs cravates noires et leurs chemises impeccablement blanches formaient sous le soleil d'hiver une image singulière. Hal portait une veste de costume noir en revers de soie, tandis que Mac s'était contenté d'un veston en laine bleue sombre. Ils avaient tous les deux l'air très chic. De loin, déjà, ils aperçurent l'un des docteurs de l'Institut lever le pouce. Je ne m'en étais pas jamais rendu compte, avait remarqué Hal.
Et l'autostop me fait vraiment penser au Police Presso. Fait penser à quoi? Au pouce levé dans l'arène des gladiateurs. Ça veut dire qu'ils sont graciés. On le fait courir? Avait demandé Mac. Cette idée semblait le réjouir profondément. Après avoir dépassé le malheureux autostoppeur, Hal avait ralenti environ 10 mètres après lui. Une fois leur victime lancée, à une allure plus proche du petit trot que du pas de course, Hal avait appuyé légèrement sur l'accélérateur. Rien qu'un petit peu. Bien sûr, Hal avait conscience qu'un corps en mouvement derrière un autre corps lui aussi en mouvement ne peut immédiatement estimer la distance. Il devait juste accélérer de manière imperceptible, garder le pied sur l'embrayage et appuyer doucement sur l'accélérateur. 20 secondes, et le mec piquait déjà un sprint. Hal était un spécialiste en la matière. Tantôt, il cédait de l'embrayage, tantôt il jouait juste avec l'accélérateur. La deuxième option s'avérait plus difficile car le véhicule pouvait faire un bond en avant, décourageant une fois pour toutes le coureur. La majorité des fossoyeurs cédaient de l'embrayage. Hal demeurait quant à lui l'un des rares à savoir le faire juste avec l'accélérateur. Il grandit! S'était exclamé Mac, ce qui signifiait que le docteur était bien lancé à leur trousse. Mac se tenait le pouce et l'index devant les yeux comme pour montrer l'épaisseur du livre qu'il avait lu. Mac détestait les gros livres et il surnommait toujours ainsi les coureurs les plus déterminés. « Il est devenu assez grand ?» avait demandé Hal en se retournant vers le coureur. « Mais regarde la route, imbécile !»« Tu pourras témoigner que je l'ai fait courir juste avec l'accélérateur » avait décrété Hal. Le principe lui tenait manifestement particulièrement à cœur. Un peu avant le virage, ils avaient fait monter le docteur à l'avant sur le troisième siège, le strapontin. Ses lunettes étaient embuées par l'effort. « Merci beaucoup, les mecs. » Ils avaient attendu qu'il ajoute quelque chose, mais il s'était tu. C'était un docteur plutôt taiseux. Le silence s'était prolongé durant la majeure partie du trajet, seulement rythmé par la respiration accélérée d'un homme peu habitué à courir. « La paye n'est pas grosse, hein ?» avait induit Mac. « Et l'essence coûte cher ?» « Je conduis pas, » avait répondu le docteur en ôtant ses lunettes pour les essuyer. Il était pas mal du tout sans ses lunettes. « À cause de la vue ?» avait demandé Hal. « Non, ça ne m'a jamais intéressé. Il m'a toujours semblé que c'était une perte de temps. » Il s'était tu à nouveau. Le défilé ininterrompu de la chaîne de maisons en ville leur avait signalé qu'ils approchaient du centre. Pour le docteur, c'était la fin du voyage. « Désolé que vous ayez dû un peu courir, » avait conclu Hal. « On dirait bien que nos freins ne valent rien. » « Ne vous inquiétez pas, » avait répliqué le docteur. « Je suis au courant pour votre petit jeu. On en a tous déjà entendu parler à l'Institut. Vous devez bien vous amuser, les mecs. » Le silence s'était abattu à nouveau. Hal ne savait pas quoi dire. Il avait conscience qu'il n'y avait plus rien à dire. Mac semblait un peu effrayé. Il était soudainement fort intéressé par les automobiles qui les dépassaient. Mac aimait les voitures. Elles étaient pour lui une consolation dans les moments difficiles. « Vous pouvez m'arrêter là ?» avait signalé le docteur au premier arrêt de tramway. « Tenez, ça, c'est de la part de mes collègues de l'Institut. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Le point noir, » avait répondu le docteur. Ces paroles avaient quelque chose de sinistre. Une fois le forçat de la science sorti, Mac avait montré à Hal l'étrange objet. C'était un cercle de carton rigide, complètement noir, et sur l'un des côtés était inscrit E égale MC2. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une putain de menace, avait répondu Hal. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Chapitre 3. Étranges phénomènes. Au milieu de la semaine, d'étranges phénomènes avaient commencé à se produire à la direction des cimetières municipaux. Les saucisses que le chef fossoyeur Krpez avait rapportées après avoir tué le cochon au village
s'étaient mis à grouiller de verre. Pourtant, ils les avaient fumés tout ensemble. La fumée n'était pas bonne, avait objecté Hal. Je l'avais bien dit que la fumée n'était pas bonne. La fumée était très bien, Alan avait répliqué Krpez, K-R-P-E-Z, Krpez, qu'il appelait toujours par son prénom en entier. Le problème vient d'ailleurs. Pour autant que je sache, ça se fait avec de la fumée de sueur. Le problème, c'est cette chaleur, avait ajouté Mac. Je ne me souviens pas qu'il ait jamais fait aussi chaud à cette période de l'année. Peut-être que ça a aussi joué un rôle, avait concédé Hal, mais on aurait dû les fumer à la fumée de sueur. Dorica, la responsable du fleurissement des tombes des personnalités importantes, avait affirmé n'avoir vu des vers aussi gros depuis bien longtemps. Quand elle avait coupé une saucisse, racontait-elle, il s'était mis à se tortiller. Toute une maudite armée de vers les plus gros qu'elle ait jamais vus. Il lui rappelait, disait-elle, les vers dans les cacas d'enfants. De plus, ils étaient singulièrement nerveux, des vers bien étranges dans tous les cas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, avait reconnu le chef fossoyeur, Krpez. C'est pas clair tout ça. Le même jour, peu après-midi, mademoiselle Dorica était entrée dans la serre municipale et avait constaté que le plus grand et le plus beau des ficus était en train de sécher. Elle en avait référé immédiatement à ses responsables par téléphone. « J'ai pris tout particulièrement soin de lui, octait-elle entre ses larmes. Je comprends pas comment ça a pu arriver. » Le chef fossoyeur Krpez lui avait conseillé de couper soigneusement les feuilles qui avaient commencé à sécher, puis de l'arroser toutes les heures de solutions biocales et d'engrais azotés. « Je vais rester ici tout l'après-midi, » avait-elle promis. C'était un ficus extrêmement important. Il était utilisé comme pièce maîtresse dans la décoration des processions accompagnant les dépouilles des personnalités de haut rang. Ces événements étaient le plus souvent organisés dans la grande salle de la morgue et l'on déplaçait le ficus depuis la serre pour ces grandes occasions. Mademoiselle Dorica était profondément affligée de sa maladie. Le lendemain matin, en arrivant au travail, Hal avait remarqué que les 2 rétroviseurs extérieurs de son corbillard Mercedes noir avaient été brisés. Ça n'avait pas pu se produire par hasard, ce pourquoi il en avait informé immédiatement la direction. Cet événement donnait à réfléchir. Le vendredi, juste avant le début du week-end, on avait découvert une funeste erreur. À la place d'une petite fille de 8 ans morte de leucémie, on avait enterré un vieillard de 80 ans. Tout ça commence à sentir très mauvais, avait constaté le chef fossoyeur Perse. Ces larves de l'Institut nous ont jeté un sort. Chapitre 4, l'événement. Au début de la semaine suivante, le temps était encore anormalement chaud. Un sirocco sans précédent avait donné bien du travail aux fossoyeurs. Le lundi après-midi, Mac et Hal étaient partis en mission à Mjelovar. Mac était en train d'essayer de mettre de l'ordre dans la pile de documents officiels quand il avait aperçu à nouveau le docteur, qui leur avait donné le point noir. « Je vais me le faire, » avait dit Hal. « Il va courir jusqu'au centre-ville. »« Tu ferais mieux de le laisser. Je le sens mal. »« Tais-toi et regarde !» Hal était d'humeur à faire les choses les plus déraisonnables. Il avait arrêté le véhicule une dizaine de mètres en amont du docteur, tout comme la fois précédente, et lorsque ce dernier fut lancé dans sa course, il avait appuyé légèrement sur l'accélérateur. Mais le docteur ne se laissait pas faire. Il courait très vite, si bien qu'Hal avait dû augmenter la vitesse. « Regarde-moi cet athlète, » avait observé Hal. « Il se débrouille pas mal du tout. »« J'en ai encore jamais vu un si grand, » avait confirmé Mac, qui mesurait le docteur entre le pouce et l'index. Effectivement, le coureur était arrivé à la hauteur de la vitre arrière. Sa tête était énorme. « En voilà un deuxième !» s'était exclamé Mac. « Où ça ? Derrière ? On dirait qu'il y en a encore. D'où est-ce qu'ils sortent ? » « Ne te retourne pas, conduis !» avait hurlé Mac. Les docteurs couraient vite, bien plus vite qu'à l'accoutumée. Celui qui les talonnait, le propriétaire du point noir, avait retiré sa veste de costume et l'avait brièvement fait tournoyer au-dessus de sa tête avant de la jeter. « Monsieur s'est mis à l'aise, » commentait Mac. « Maintenant, il va nous rattraper encore plus vite. »« Regarde ! Encore 2 ! Mais il y en a combien en tout ? 5 ! avait répondu Mac.
Putain, mais ils ont complètement pété les plombs. Les choses devenaient de plus en plus sérieuses. D'autres docteurs avaient rejoint le peloton. Les manteaux volaient, les cravates virevoltaient, les lunettes se pulvérisaient au contact de l'asphalte. J'avais encore jamais vu ça, avait marmonné Max. Ça me plaît pas du tout. Mais quel bordel! Quelques-uns des docteurs qui les suivaient faisaient le curieux signe de la main. Celui, juste derrière la voiture, avait ôté sa chemise et ne portait plus qu'un maillot de sport de marque. Un homme dans le fond s'était intégralement débarrassé de ses vêtements du haut et courait torse nu. Une vapeur blanche se dégageait de son corps. « Mon Dieu !» s'était soudain écrié Mac. « Le vieux prix Nobel les a rejoints !» Ah, ça devient sérieux. Le sourire sur ses lèvres s'était évanoui. Le vieux prix Nobel courait en s'aidant de sa canne. C'était drôle de voir un homme courir avec une canne. À un moment, une voix dans le fond avait rugi. « Maintenant !» Tous les docteurs avaient piqué un sprint. Ils couraient incroyablement vite. « Bordel de Dieu !» avait crié Mac. « Mais les gaz ! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» Au même moment, le moteur de la Mercedes noire s'était mis à rugir bruyamment. Il arrivait pile au virage. « Attention !» avait beuglé Mac. C'était le dernier mot qui avait franchi ses lèvres. Chapitre 5. L'enterrement des fossoyeurs. À quoi ressemble un enterrement de fossoyeur? Avant tout, à une cérémonie très professionnelle. Des obsèques de première classe, des couronnes de roses et d'orchidées, des lettres d'or joliment calligraphiées sur les plaques noires, le ficus dans la salle de cérémonie. On avait retrouvé sur le lieu de l'accident 3 cadavres. Les 2 fossoyeurs et le défunt qui les emmenait à Bjelovar. Le cercueil à l'arrière de l'automobile leur avait à tous les 2 écrasé la tête lors de l'impact du véhicule dans le fossé. Une conséquence de la vitesse trop élevée et du poids du cercueil. D'après la commission chargée de déterminer les causes du drame, ils avaient transpercé la rambarde de sécurité comme un rideau de papier. L'avant du véhicule s'était littéralement enfoncé dans le sol. Le rapport, rédigé par la commission susmentionnée, comprenait quelques détails étranges. Il n'y avait aucune trace de frein, et immédiatement après l'arrivée de la police, étaient apparus sur les lieux du drame des employés hors d'haleine de l'Institut de physique atomique situé à proximité. L'un d'entre eux, le docteur Jungwirth, doyen de la physique quantique croate, avait consulté sa montre et eu des paroles étranges. Après l'enterrement, le temps avait tourné. La bora s'était mise à souffler et le vent froid avait porté des premiers flocons de neige et d'hiver. Heureusement que la terre n'était pas gelée, avait fait remarquer l'un de leurs collègues qui avait creusé les tombes. Les variations Krpez, en plus c'est bien Krpez, c'est facile à prononcer. Donc encore découpé en petits chapitres. Petit chapitre 1, l'encyclopédie. Olivier Huneau, j'écoute en faisant une quiche. Ah, c'est un bon programme. Il faudra que je m'en fasse aussi. Donc l'encyclopédie des éventreurs. La première chose qui m'était venue à l'esprit après l'amputation de ma jambe droite était la corde. Désormais, si je me pendais, je pendrais de travers. Il y aurait un problème d'équilibre. Dans les westerns, on ne voit pas ce genre de choses. C'est ce que j'avais dit à ma femme, à peine réveillée de l'anesthésie. Tes sarcasmes me font vomir, avait-elle déploré. Puis elle avait éclaté en sanglots, répétant compulsivement qu'elle n'avait jamais voulu être méchante. Elle avait ajouté qu'il allait nous falloir beaucoup de force pour surmonter le gouffre au bord duquel nous nous trouvions. J'avais failli lui dire qu'avec qu'une seule jambe, je ne pouvais que clopiner, pas surmonter. Heureusement, je m'étais retenu. Pendant mes premiers jours à l'hôpital, elle m'apportait des journaux. Je savais que les femmes avaient un cerveau différent du nôtre. Mais là, c'était trop. Il ne lui était pas passé par la tête que la guerre, qui m'avait coûté ma jambe droite et une bonne partie des os de la cuisse, ne m'intéressait plus. Le truc sur le cerveau, je l'avais vu à la télévision. Les cerveaux féminins et masculins étaient représentés à l'écran sous forme d'animation informatique. Chacun des 2 cerveaux avait une forme elliptique verte et pleine de méandres. En rouge étaient signalés les points qui nous différenciaient. Il y en avait pas mal. Si les femmes dirigeaient le monde,
Il n'y aurait pas de guerre, avait-elle affirmé en insérant une cuillère de bouillon chaud dans ma bouche. C'est ainsi que j'avais compris que les femmes n'avaient dans leur cerveau pas de centre consacré à la guerre. C'était sans doute pour ça que les petites filles ne jouent pas avec des mitraillettes. Parfois, elles m'apportaient des gâteaux macrobiotiques et du jus de carotte, pour que je prenne des forces. C'était le printemps, la mi-avril, et elles portaient des robes légères qui conservaient encore le parfum de lavande de leur sommeil d'hiver. Mon compagnon de chambrée, qui gisait dans le lit à côté du mien, avait un bandage sur les yeux. À l'endroit où aurait dû se trouver son œil droit, se formait de temps à autre une tache sanglante. Elle sent bon, ta femme, avait-il déclaré une fois alors qu'elle était sortie de la chambre pour vider mon bassin de lit. Si je pouvais marcher, je te casserais la gueule, avais-je répondu. Bon, je ne le pensais pas sérieusement, c'était notre manière habituelle de communiquer. Mec, on s'en est bien sorti, avait poursuivi mon compagnon de chambrée. On est encore en état de baiser. Avant la guerre, l'un des films cultes était Parfum de femme. Ancienne version. Je le lui avais rappelé pour le faire rager, on aimait se torturer un peu mutuellement. Il n'y avait là rien de sérieux. Je pense que ma femme ne me pardonnera jamais d'avoir perdu ma jambe, avais-je déploré. Ça a fichu en l'air tous ses projets. Je crois que c'était pour faire l'important que je disais ça. Et puis dans mes moments de solitude, je pensais souvent à Zlatko Kpez, un garçon avec qui j'étais allé au collège et que nous aimions persécuter. Il était de notoriété publique dans notre classe que Kpez servait de gramophone. Il suffisait de le plaquer au sol, de faire vriller son oreille charnue pour qu'il émette un son semblable au diamant qui grince sur le bord du disque. Je dois avouer que Kpez n'était pas exactement ravi de nos expériences musicales. Le jour où il nous avait tous dénoncés au directeur, ce dernier, psychologue de formation, lui avait conseillé « Tu dois t'affirmer par le travail, Zlatko. Uniquement par le travail, pas autrement. » Quelque chose pourtant éveillait chez nous un semblant de respect envers Zlatko. Non pas ses notes ni son talent avéré pour les travaux manuels, mais ses connaissances encyclopédiques sur les éventreurs. Il racontait que la Grande-Bretagne était connue pour ses éventreurs. Chaque région de ce grand et beau pays avait son éventreur. En 1981, l'éventreur du Yorkshire avait massacré 13 femmes, pour la plupart des prostituées. Son collègue et confrère, l'incommensurablement populaire Jacques l'Éventreur, avait fait subir le même sort à 23 femmes et 90 ans auparavant, à Londres. L'éventreur écossais se nommait Jack Fulton et avait été arrêté dans la banlieue de Glasgow alors que d'un bout de tôle rouillée, il farfouillait dans le foie de sa 5e victime, Mary Sterritt. Il était maître d'hôtel de profession. Mais en dépit de ses solides connaissances sur les maniaques, Kpez n'avait pas réussi à atteindre le niveau de respect qui lui aurait enfin permis de mettre un terme aux expériences musicales. Il avait donc testé d'autres stratégies pour le moins étranges. Je me rappelle qu'il avait écrit une rédaction bouleversante sur la guerre du Vietnam. Des filles de la classe avaient fondu en larmes pendant sa lecture. C'était l'histoire d'un médecin qui travaillait bénévolement dans un hôpital pour prisonniers à Hanoï. On y soignait des combattants du Viet Cong faits prisonniers, dont les corps avaient été mutilés par les shrapnels et le napalm. C'est là que le médecin avait fait la rencontre d'une belle Vietnamienne, membre du Front de Libération et qui n'avait pas du tout l'air malade. Son dossier précisait qu'elle souffrait d'une étrange maladie tropicale, sans plus de précision. Peu de temps après, des jeunes gens en bonne santé avaient commencé à arriver. Certains d'entre eux étaient encore des enfants. Ils avaient commencé à disparaître pendant la nuit. Le médecin, quant à lui, ne comprenait rien à ce qui se passait. Avec la jeune Vietnamienne, il s'était lancé dans une enquête secrète sur les disparitions. Résultat, ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Jamais de sa vie, ce médecin, surnommé Dumbo en référence à l'éléphant qui vole, n'avait connu si belle femme. Son corps flasque et grassouillet n'empêchait pas la jeune beauté exotique de l'aimer sincèrement. Dumbo rêvait déjà leur vie commune, de petits garçons aux yeux bridés qui joueraient dans leurs jambes quand il avait
apprit que sa jaune, car c'est ainsi qu'on les appelait là-bas, les jaunes, était morte. Quelqu'un l'avait assassinée pour vendre ses organes. À peine était-elle arrivée dans le camp que son cœur était déjà réservé. À la fin de l'histoire, le médecin avait contemplé le cœur extrait de la cage thoracique et conservé dans une boîte avec de la glace. Il avait cru mourir de tristesse. Sa seule consolation était la pensée que ce cœur allait à nouveau battre dans un autre être humain. Perse, imbécile, on ne conserve pas les organes à transplanter dans des boîtes avec de la glace, avait lancé quelqu'un après la lecture de la rédaction. Même ceux qui étaient jusqu'alors en pleurs s'étaient mis à rire. Chapitre 2. L'homme qui était mort de courage. C'était à la même époque, en quatrième, que j'avais entendu pour la première fois l'histoire de l'homme qui était mort de courage. Krpez avait raconté l'histoire de ce type soi-disant né dans le village de sa mère. À la taverne du village, l'homme en question avait parié un agneau rôti et 50 litres de vin qu'à l'heure où sonnerait minuit, il irait dans le cimetière planter sur la tombe des sœurs de la Charité une grande croix en fer. Les villageois l'avaient escorté jusqu'à l'entrée. D'un pas vaillant et décidé, il avait pénétré le lieu consacré et silencieux. Mais une fois plus loin, sa résolution avait disparu, laissant place à l'hésitation et au malaise. Il entendait un son incongru, le chant des oiseaux, le même que ces matins de printemps où, quand on se lève tôt, on entend le pépillement des merles. Qu'est-ce que les oiseaux viennent foutre ici? S'était-il demandé. D'une part, il faisait nuit, et d'autre part, l'histoire se déroulait en janvier, en plein cœur de l'hiver. La chose était étrange. Au bout d'un moment, il avait compris que le son provenait de la semelle en caoutchouc de ses chaussures. C'était la première fois, dans un tel silence, qu'il y prêtait attention. Il n'y a rien, ni personne, s'était-il persuadé avant de continuer d'un pas résolu. Arrivé sans encombre jusqu'à la tombe, il avait planté alors la croix et essayé de repartir. Juste essayer. Quelque chose l'en empêchait. Quelque chose qui le retenait par le manteau, comme pour le tirer dans la tombe. On connaît l'histoire, Kpez, imbécile, avait dit mon ami Mac, qui travaillerait plus tard comme chauffeur de corbillard. Son manteau s'était accroché à la croix. N'oublions pas que c'était l'hiver et qu'il portait un manteau. On l'a retrouvé un matin allongé sur la tombe, mort. Son cœur avait cédé à cause de la peur, ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Je parie que tu serais pas capable de faire ça, avais-je balancé à Kpez. Ça avait fait mouche. Il avait senti qu'il tenait là sa chance, une lueur étrange était passée dans ses yeux. Je suis pas sûr que c'était de la peur. On parie ce que tu veux que je le fais. Je planterai une croix dans la tombe que nous aurons choisie. Vous m'attendrez dehors. Son flasque visage de tapette avait l'air décidé. Nous l'avions pris comme un véritable affront. Cette merde de Kpez avait giflé de son gant la figure de toute la gente masculine de la classe. Car il faut bien le reconnaître, aucun d'entre nous n'aurait eu le courage de faire un truc pareil. Nous avions encore à l'esprit l'histoire de cette espèce de malade vêtu d'un haut de forme, d'une pèlerine noire et de gants blancs qui attendait le soir les petites vieilles esselées à l'arrêt de bus devant l'entrée de Mirogoge et leur demandait « Le fiacre est à quelle heure ?» Ils n'avaient arrêté l'ordure qu'après le décès d'une femme qui avait fait un infarctus. Nous étions tous conscients que nous aurions eu du mal à survivre à une rencontre avec un tel type. Kpez nous regardait avec défi. Il n'y avait pas d'issue possible, le pari avait été pris. Seulement Mac en avait changé les termes. Planter la croix, c'est trop facile, avait-il affirmé. On va te donner une description de l'emplacement de la tombe, sa parcelle et son allée. Sur la tombe, il y aura un objet secret que tu nous rapporteras. On t'attendra à la sortie. On commence quand la cathédrale sonne minuit. J'accepte, avait fermement affirmé Kpez. Mais nous savions que nous ne pouvions pas en rester là. Après les cours, nous nous étions retrouvés dans le sous-sol de l'immeuble où j'habitais. Toute la bande de la classe, nous étions 5. Zvonko, Miladin, Mac, Davor, Hafner, Nadika, Penezic et moi. Nous étions tous des adeptes des expériences musicales sur Kpez et nous étions bien décidés à lui jouer un mauvais tour. On va laisser ce truc sur la tombe, avait annoncé Mac. Et quand Carpet arrivera dans le cimetière, il lui faudra un peu de temps pour le trouver. Pendant ce temps, on va grimper par-dessus la barrière et revenir par un raccourci. On se cachera derrière le monument
Vous savez, celui de l'espèce d'aviateur ou de parachutiste. C'est une bonne cachette. Perks arrivera du côté ouest, celui des arcades, et il ne pourra pas nous voir. Ah, et alors, on sautera tous en l'air en criant bouh avec la maison Miladin. J'ai hâte de voir sa tronche quand il fera dans son froc. Ah, je n'aime pas ça, avait dit Nadika Penezic. Il pourrait se passer n'importe quoi. Je vais vous dire, moi, ce qu'on va faire, avait tranché Mac. On ne va pas faire de bruit, on va pas crier boue. L'un d'entre nous va dire d'une voix grave, « Si tu cherches, tu trouveras. » Ça lui foutra encore plus les chocottes. Ensuite, on pourrait lui dire quelque chose d'autre, une phrase à la con. Je veux le voir flipper longtemps. Nous en avions tous envie. Nous voulions maintenir Perks le plus longtemps possible dans l'angoisse. Nous avions convenu de Zvonko Miladin pour prononcer ces mots, car c'était lui qui avait la voix la plus grave. J'avais suggéré qu'il se pince le nez en parlant pour le rendre encore plus étrange. Les gars, la peur peut rendre fou, vous savez, avait ajouté Nadika Penezic. Ah, déconne pas, avait conclu Mac. Personne ne te force à venir. Chapitre 3. L'objet mystérieux. Nuit dans le cimetière. Silence. Perks naviguait entre les tombes et le faisceau de sa lampe de poche éclairait par intermittence le visage des morts sur les photographies en céramique. De temps à autre, on entendait le ululement d'une chouette comme dans les films de Dracula. Une drôle de chouette d'ailleurs. Nous suivions Perks en cachette tandis qu'il progressait vers la tombe indiquée. C'était la tombe d'un héros national de la dernière guerre. Un rectangle de marbre assez beau, choisi par Mac, car il était entouré de grands monuments derrière lesquels on pouvait se cacher. Zvonko Miladin, le comique de la bande, imitait la chouette comme un professionnel. Cependant, Perks ne semblait pas nous entendre, tout absorbé dans ses pensées. D'ailleurs, il avait l'air mort de trouille. Il chantonnait un air connu que nous répétions souvent pendant les cours d'éducation musicale. Il chante la Marseillaise, ce con, avait chuchoté Mac, avec mépris. Ah, il aurait pu trouver une meilleure chanson, avait murmuré Nadika Penezic, qui était quand même venue avec nous. Elle n'avait pas pu se résoudre à manquer une bonne marade avec Perks. Nous étions arrivés à la tombe désignée avant Perks pour nous cacher derrière le monument au mémorable parachutiste. C'était la pleine lune et on distinguait parfaitement le lieu de l'action. Un rectangle de marbre noir, très prometteur. « Mac, où est-ce que t'as posé le truc ?» avais-je demandé à mon ami en charge de dissimuler l'objet mystérieux. « Dans la lanterne. Il va bien s'amuser à le trouver. » Au moment où nous avions aperçu le faisceau de la lampe de poche, nous nous étions tus. Ça devenait sérieux. Perks avait atteint l'objectif et il s'était mis à inspecter les contours de la tombe. Le marbre noir lançait de sombres reflets. « Regarde-le » m'avait chuchoté Nadika Penezic. « Il y a quelque chose qui va pas. » « Ah ben arrête de délirer, l'avais-je coupé. Mais je prêtais tout de même attention à ses mouvements, juste au cas où. Perks trafiquait à présent quelque chose avec les lettres gravées sur la pierre. Il passait la main dessus, comme pour les caresser. Comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. « Mais qu'est-ce qu'il fout ?» avait murmuré Mac que je sentais me presser le bras. « Il cherche pas l'objet mystérieux. »« Vas-y !» avais-je soufflé à Miladin qui avait prononcé d'une voix forte. « Si tu cherches, tu trouveras !» À notre grand désarroi, Perks n'avait pas pris peur et il se tenait devant la tombe, figé dans une pose surnaturelle, et regardait dans la direction d'où venait la voix. Le blanc de ses yeux scintillait comme dans les films d'horreur. Nadika Penezic s'était collée contre moi, elle frissonnait. En d'autres circonstances, ça m'aurait fait plaisir, mais là je frissonnais moi aussi. D'ailleurs, il commençait à faire frisquet. « Dis-lui quelque chose d'autre » avait dit Mac à Miladin. Lui aussi sentait la farce nous échapper. « Ça fait longtemps que je t'attendais » avait improvisé Miladin. Mais qui sait pourquoi il avait dit ça? C'était la phrase que le professeur de mathématiques adressait de temps à autre à Miladin quand il daignait assister à son cours. Miladin avait horreur d'entendre ça. Perks
regardait toujours fixement dans notre direction. Comme hypnotisé, il avait pris la parole et nous avait fait tous sursauter. Moi aussi, je t'attendais. Sa voix avait changé. Chaque nuit, j'erre en ces lieux pour te rencontrer. Es-tu celui qui s'est adressé à Alan Emmerich, l'éventreur du Yorkshire? Le silence régnait. Nous entendions le vent siffler dans les hauteurs dans la frondaison des châtaigniers. Réponds-lui, avait insisté Mac. Il avait l'habitude, dans les situations délicates, de prendre les choses en main. C'est moi, avait étonné Miladin d'une voix grave mais tremblante. Nous étions conscients qu'il se passait quelque chose que nous ne maîtrisions plus. C'est donc toi qui t'es adressé au jeune Emmerich dans un cimetière du Yorkshire quand il avait 17 ans, avait poursuivi Perrette. C'est toi, tandis qu'il creusait une tombe, qui lui a ordonné de tuer toutes les prostituées car elles souillaient le pays. Oh Seigneur, proclama Crez en tombant à genoux devant la tombe, je tuerai tous ceux que tu me désigneras comme impurs. Je trancherai leurs têtes de renégats, je couperai les organes sexuels de leurs enfants. Nadika Penesi commençait à trembler de peur, ses dents claquaient bruyamment. Psst, avait intimé Mac. Il peut nous entendre. Mais il était déjà trop tard, semblait-il. Perks s'était ébroué et nous avions tous l'impression qu'à cet instant, un sourire fantomatique étirait son visage. Bien, avait-il dit. Si vous voulez, on peut jouer. Vous voulez jouer à quoi? Nous gardions le silence. Nous n'avions pas envie de jouer. Chacun d'entre nous ne rêvait que de retrouver la sécurité du foyer familial. Bon, avait dit Perks. On va jouer à la guerre. Il avait plongé la main dans la lanterne où se trouvait l'objet mystérieux. Puis s'était allongé sur la tombe comme sur un catafalque. Le silence régnait à nouveau, interrompu de temps à autre par le souffle spectral du vent dans les arbres. Le silence avait duré longtemps. Il va prendre froid, s'était inquiété Nadika Penesic. Nous attendions, quelque chose nous interdisait de nous enfuir chez nous, et nous retenait, comme hypnotisés, à fixer le corps étendu de Perks baigné par la pleine lune. Le temps passait, et nous étions toujours accroupis derrière le monument aux parachutistes, à attendre de voir ce que Perks allait faire. J'aurais parié qu'il avait à ce moment même une sorte d'énergie surhumaine par laquelle il nous dominait. Nous étions gelés et terrifiés. Au bout d'un moment, j'avais remarqué quelque chose de singulier. Mais il ne respire pas. En un instant, nous étions au bord de la tombe et nous efforcions de le réveiller. Je touchais son front. Il était froid. Je ne savais pas s'il était froid parce qu'il était mort ou parce qu'il était resté longtemps allongé sur la dalle de marbre. Perks, Perks, c'était juste une blague, répétait entre ses sanglots Nadika Penesic. Réveille-toi, arrête de nous faire marcher. Excuse-nous, on t'aime. Fais pas le con, Perks, réveille-toi, avait ajouté Mac. C'était comme si nous avions tous grandi en un instant. Nadika Penesic avait embrassé Perks sur le front. Il ne serait jamais auparavant venu à l'idée de lui donner un baiser. Elle avait ajouté « T'es notre ami, Perks, réveille-toi, qu'on rentre à la maison !» Perks avait ouvert un œil et sur ses lèvres était apparu un sourire sardonique. « Restez calme, avait-il dit, calme !» L'ordre avait résonné dans le cimetière endormi. Nous nous étions figés au garde à vous, la poitrine bombée et ventre rentré, les bras pendant bêtement le long du corps, comme pendant les cours d'éducation physique. « C'est déjà mieux, avait soufflé Perks en dessous de la tombe. Vous êtes conscient que vous avez réveillé l'éventreur ? Nous étions restés debout, immobiles, à attendre l'ordre suivant. C'était quelque chose que nous n'avions jamais vécu jusqu'alors. Voilà, avait-il déclaré, j'ai trouvé l'objet mystérieux. C'était un vieux rasoir rouillé qui avait un jour appartenu au grand-père de Mac.
Spers avait fourré le rasoir dans sa poche. En nous dirigeant vers la sortie, nous écoutions le vent dans les arbres. Nous ignorions ce qui nous attendait à l'extérieur.